Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Julien Durand, il a 40 ans, né à Clermont-Ferrand, marié et 2 enfants. Sa vie se rythme autour du snowboard, du splitboard, du trail, du VTT, du kitesurf et des raids aventure. Il a commencé par une formation de STAPS pour être prof de sport, puis il a bifurqué sur le business avec une école de commerce. En 2008, avec ses 2 copains d'enfance, ils ont quitté leur job parisien pour créer la marque de vêtements de ski et snowboard dont ils rêvaient, Picture. Pour ces 3 fondateurs, leur fil rouge est de donner du sens à ce qu'ils font, de bosser dans la passion, mais avec un engagement radical. Tout doit être bio, tout doit être éco, tout doit être recyclé. Picture, c'est non seulement une success story à la française, mais aussi en Amérique du Nord, avec un NPD Award. Mais surtout, Picture, c'est une marque engagée, à mission, fondée sur des valeurs environnementales fortes qui a obtenu le sésame pour ce type d'entreprise à impact, le label B Corp. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter personnellement? Qui est Julien? Écoute, je suis né à Clermont-Ferrand, j'ai un frangin petit frère, donc je suis le grand frère de la fratrie. Ma passion depuis toujours, ça a été le sport. Donc j'ai commencé à Clermont-Ferrand avec le rugby, père du Sud-Ouest, né avec un ballon de rugby dans les mains. Donc j'ai grandi dans cette culture du rugby. J'ai découvert le ski, pas grâce à mes parents, mais grâce à mon oncle. Parce que mes parents n'avaient pas trop de ronds, donc ils n'allaient pas au ski. Et mon oncle y allait, ils ont dit, amène le petit avec les cousins. Et puis c'est mon oncle qui m'a transmis vraiment cette passion de la montagne, de la neige. Et du coup, arrivé vers 12-13 ans, là où j'ai rencontré Jérémy et Vincent, mes 2 acolytes avec qui on a créé la marque, et tout de suite, on a matché sur le skate et le snowboard. Et puis, on a grandi sur les bancs du skatepark, sur les pistes de Super Bess ou du Super Luran. Quand, à 14 ans, on prenait le train, parce que c'était la seule station qui était desservie en train. Donc, les parents n'avaient pas besoin de nous amener, et ça les arrangeait bien. Et puis voilà, des valeurs autour de la ride, du partage, des copains. Et ça a vraiment rythmé toute notre vie et même mes choix pro, quoi. Tu as travaillé pour Coca-Cola en marketing sportif, pour Orangina en marketing produit. Sur le papier, finalement, tu commençais à cocher les cases de la parfaite réussite sociale. Quel élan t'a poussé à tout quitter pour créer Picture? Alors, dans la cohérence globale, déjà, en sortant de STAPS, donc je voulais bosser dans le sport. J'ai commencé à me lancer, à me dire je vais être prof de sport. Puis j'étais pion dans un LEP. Et la relation avec les ados, elle était très compliquée parce que j'étais plus leur copain que j'étais leur éduc ou leur surveillant. Et cette notion de copinage, je me suis dit, si toute ma vie je rentre dans cette relation trop fraternelle avec les gens, je vais me faire bouffer. Et là, je me suis dit, écoute, cette voie que tu as choisie pour vivre du sport avec du temps libre, pour faire encore plus de sport, peut-être qu'il faut rebifurquer. Donc là, derrière, j'ai fait cette école en me disant, c'est quoi ma passion? C'est qu'aujourd'hui, j'irai travailler pour Salomon ou Burton. C'était les 2 marques que j'avais en tête, où je me suis dit, c'est là que je vais bosser. J'avais appelé les RH de ces boîtes, j'avais dit, comment on fait pour bosser chez vous? On m'avait dit, il faut faire une école de commerce. J'ai dit, ok, je passe les concours, je fais une école de commerce. Et donc me voilà parti. Et puis, mes parents, ils me disent... on peut te payer logement et vie, mais on n'a pas les moyens de te payer l'école. Donc, il faudrait que tu trouves une école qui fait l'alternance pour financer l'école. Donc là, je passe mes concours. Il y avait 3 écoles qui le proposaient à l'époque. Il y avait Audencia à Nantes, Romaine Marseille et l'EM. Donc, me voilà parti à Marseille. Et là, je fais mon alternance chez Coca-Cola en marketing et partenariat sportif. Donc, j'étais toujours dans le monde du sport. Et puis là, j'étais quand même dans un monde où j'étais bercé dans un truc assez sympa. On gérait les partenariats directs avec l'Olympique de Marseille, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le Montpellier au rugby.
Donc j'étais dans la cellule événement partenariat et j'étais vraiment dans mon univers. Donc même si on faisait la promotion de canettes, on était quand même au contact des sportifs, des activations marketing, donc c'était génial. Et puis après, je m'étais dit, j'aimerais bien quand même bosser en marketing produit, c'était un projet pro à la base. Et puis je me retrouve à Bruxelles à bosser sur les partenariats musicaux de Coca-Cola. Une offre se présente chez Orangina à Paris, je le tente. Et là, je me retrouve dans un monde qui n'a rien à voir. Parce que le monde du sport chez Coca-Cola, ça reste un peu un monde à l'américaine. Tout est possible, tout est beau. On a des gros moyens. On est sur des très très beaux événements. Donc on prend aussi du plaisir personnel. Et là, j'arrive à Paris. Une formation géniale. Je cracherai pas sur cette boîte parce qu'elle m'a formé, elle m'a appris, elle m'a mis du cadre. Mais à l'inverse, on était vraiment destiné à augmenter le per capita, donc le nombre de litres par an, par habitant de la population, quoi. Donc comment on va livrer plus de soft à plus de monde. Et puis j'y trouvais pas vraiment un grand sens. J'avais une boss qui, pour le coup, dans les méthodos, m'a fait vachement grandir parce que j'avais une vision presque un peu puérile du business. Et puis elle, elle m'a cadré un petit peu sur qu'est-ce que c'est la marque, la force d'une marque, son identité, qu'est-ce que c'est qu'une vraie plateforme de marque. Et de ça, de ses compétences, j'ai appelé Gérer un soir et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et finalement, j'ai vraiment fait un copier-coller de ce que j'avais appris chez Orangina Sweps, version Oasis, sur la marque Picture, avec un Jérémy qui était super visionnaire par rapport à la dimension éco-responsable. Et c'est lui qui a poussé cette démarche derrière Picture. Et il me dit, écoute, si on lance quelque chose, ok, on le fait dans notre environnement et notre passion, ce qui était moi, ma motivation principale. Il dit, moi, ma motivation à moi, c'est d'être une marque à mission et je veux que tout soit bio, tout soit éco. Et donc, du coup, nous voilà à bosser. Vincent était proche de nous, on lui propose de participer au projet, il dit go. Et nous voilà à bosser une plateforme de marque complète autour de ces valeurs. Finalement, le Ride, Protect and Share qu'on a toujours en valeur aujourd'hui, 15 ans après, et qu'on pousse pour développer. Et ce mois de mars, j'ai vu qu'il était très important parce que Picture Organic Clothing vient d'annoncer son arrivée dans le VTT. Ouais, écoute, ça, c'est une vraie transition parce que on a grandi à travers l'univers de la neige, donc le ski, le snowboard. On s'est développé en 2013, donc ça, c'était un projet qui était déjà au départ de Picture, mais dont on n'avait pas les moyens de le lancer. On a lancé le surf en 2013. Donc la version surf, snow ski, c'était vraiment là où on avait prédisposé la marque à se positionner. Et puis, chemin faisant, on a vu, notamment avec une accélération au Covid, que les stations de sport d'hiver devaient se diversifier. On a des exemples comme les Arcs ou même Avoria, qui vivent des diversifications fortes et où l'enjeu il est clé sur l'été, où aujourd'hui ils voudraient recréer des bascules et amener au moins un tiers de leur business l'été, ramener du client l'été. Et côté Picture, c'est la même chose. On se dit que ce sera un business qui deviendra niche, qui sera destiné à une population hyper aisée, et que les stations de moyenne montagne vont avoir de moins en moins d'enneigement. Donc quand tu rides 2 mois par an, tu ne peux pas baser ton modèle économique là-dessus. Donc le challenge et l'enjeu, c'est de se dire, dans tous ces sports outdoor qu'on pratique, on fait des lignes l'hiver, qu'est-ce qu'on va faire l'été comme line? Et le VTT, c'est finalement une logique simple de se dire, on va juste changer d'engin. Et donc la randonnée et le VTT, c'est vraiment les deux segments sur lesquels on capitalise pour l'été. Et voilà, donc l'arrivée du VTT, c'est tout nouveau. C'est quand même dans l'ADN de Jérémy, Vincent et moi, parce qu'on a toujours été pratiquants. On n'a jamais imaginé Picture à l'origine dans le VTT, mais à un moment, faut savoir se réinventer, il faut savoir reimaginer les nouveaux dessins de l'entreprise, les nouveaux dessins du monde de l'outdoor. Et le tout neige, faut pas se leurrer, c'est à ses limites. Et dans 20 ans, il n'y aura plus de tout neige. Oui, ça c'est sûr. Et puis derrière Picture, il y a quand même 100 salariés. Il faut s'assurer que on a une mission sociétale et qu'on la mène à bien et qu'on ne va pas mettre des gens sur le tapis et qu'aujourd'hui, Picture se pérennise et continue d'alimenter 100 bouches qui font vivre des familles et autres, quoi. Dans une interview, je t'ai entendu parler d'un ratio qui est assez incroyable. C'est que tu disais qu'avant, il y a à peu près 15 vêtements par habitant par an. En 2000. Voilà, c'était en 2000. Et qu'aujourd'hui, en 2023, on est sur un ratio de 30 vêtements consommés par an par habitant. Et ça, c'était l'illustration finalement d'un vrai phénomène de société depuis 25 ans, qui est l'arrivée de la fast fashion dans les années 2000.
avec d'abord des Zara, puis des H&M, puis des Uniqlo, puis maintenant des Shein. Donc toutes ces marques aujourd'hui, elles ont accéléré ce mouvement du vêtement pas cher, consommable. Et avec Pitcher, on est sur une démarche où on veut vraiment lutter contre cette dynamique de consommation, parce que produire du déchet et gérer de la volumétrie, ça n'a pas de sens. L'impact carbone du textile, c'est quasiment 10 à 15% des émissions de CO2 planétaires. Et d'avoir doublé nos émissions liées au fait d'avoir doublé la consommation, on n'a pas répondu à un besoin, on a surtout accéléré le réchauffement climatique. On est tous contributeurs. Donc aujourd'hui, on se bat avec des associations comme En Mode Climat, dont on est totalement partie prenante et engagée dans l'association, pour faire du lobby au niveau de la Commission européenne, au niveau des institutions politiques françaises, pour amener une régulation par la loi, parce qu'il n'y a que la loi qui le gérera, sur une notion de durabilité des produits, sur une notion de nombre de collections à l'année. Aujourd'hui, il y a des taxes qui sont en train de se mettre en place, des lois qui vont arriver pour finalement financer toute une filière de recyclage. La filière textile, c'est une des filières les moins structurées, donc qui n'a pas vraiment de débouché. Et quand on sait qu'on va recycler du carton très facilement, un vêtement, il y en a à peine 10% qui sont recyclés. Donc là, il y a des vrais enjeux. Et donc du coup, si on arrive déjà à réguler le nombre de vêtements qui sont mis en marché, on arrive à réguler la qualité des vêtements de telle sorte que ces vêtements, on les garantisse pendant 10 ans. Aujourd'hui, on milite pour la nécessité des marques de mettre en place des garanties réparabilité à vie. Aujourd'hui, il faudrait arriver à savoir réparer nos vêtements. C'est pas parce qu'il y a une couture déchirée qu'il faut le jeter, et qu'il y a plein de solutions avec des couturières locales et autres, et que ces grandes marques, finalement, vu que ça coûte plus cher de faire travailler une couturière locale que de changer le produit, préfèrent le changer et jeter le produit. Donc l'idée, c'est de remettre un petit peu de sens là-dedans. Et il y a des grands groupes comme Decathlon qui ont initié des démarches hyper solides en la matière, qui sont hyper proactifs. On bosse sur des groupes de travail communs avec eux. Donc c'est pas parce qu'on est gros qu'on peut pas mener des changements. Et on a beaucoup craché sur Decathlon dans le passé parce qu'on les a accusés de copier les marques et autres, et puis de profiter de cela. Au final, ils sont passés vraiment dans des strates nettement supérieures où leur R&D est hyper efficace, où leur démarche RSE est solide, et les initiatives environnementales qu'ils ont, aujourd'hui, elles mériteraient d'être regardées par tous les plus gros acteurs de la fast fashion, parce qu'ils ont beau être gros, ils font vraiment avancer le schmilblick. D'accord. Et tu disais justement que l'éco-responsabilité, c'est la durabilité. Est-ce que tu as cette sensation que les consommateurs ont un peu plus cette conscience-là? Alors certains oui, d'autres non. Nous, dans la outdoor, le monde dans lequel on gravite, à 200%. Les gens, ils vont chercher de la qualité, ils vont chercher des labels qui certifient la qualité. On cite tout souvent les marques comme Cordura, des marques comme Gore-Tex, qui sont synonymes de durabilité. Et ensuite, derrière, la notion de garantie les rassure beaucoup. Dans le monde de la mode, là, on travaille sur des focus group consommateurs dans les grandes villes, dans les montagnes. On voit que la perception du produit est complètement différente. Elle est beaucoup plus liée à une tendance, beaucoup plus liée à une accessorisation du vêtement pour se différencier en société, plus que la durabilité elle-même. Donc, dans les grandes cités urbaines, et là où il y a le plus de consommation, finalement, il y a un vrai enjeu d'éducation. Donc là-dessus, c'est pas forcément que aux marques d'éduquer. C'est une éducation collective qui doit passer par des lois, parce que les lois vont amener des prises de conscience qui vont faire que les gens vont s'adapter et qui vont comprendre qu'il y a un enjeu. Mais la marque aujourd'hui, même si on a envie d'essayer de transmettre des valeurs et des choses, on a beaucoup de difficultés parce que les gens, ils nous disent, vous n'êtes pas nos professeurs, on n'est pas retourné sur les bancs du lycée, donc on est prêt à prendre un peu d'infos, mais à un moment, dites-nous pas ce qu'on a à faire. Et c'est là où il faut vraiment faire la différence entre le conseil et l'éducation. Et les gens sont OK d'être conseillés, mais ils ne sont pas OK d'être éduqués. Donc c'est là où, en tant que marque, il faut aussi savoir se positionner pour ne pas saouler notre public. On pourrait penser que produire en Asie est antinomique avec l'éco-responsabilité, mais tu expliques que l'Asie a 50 ans d'avance sur la qualité et que vous faites partie de la Fairwear Foundation. Donc il s'agit d'éthique salariale aussi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? Oui, bien sûr. Alors ces propos, faut les garder dans le contexte. On parlait de vêtements techniques. Donc vêtements techniques, c'était les vêtements d'outdoor, les vêtements de ski. Et là, je disais qu'en termes d'équipement, de machines, de production de bandes à étancher, de membranes, toute l'industrie s'est localisée ici. Tout le savoir-faire, même si la R&D était américaine ou européenne,
a été transmise sur ces gens-là qui avaient la capacité de faire de la volumétrie à moindre coût. Et donc, du coup, de notre savoir-faire, ils l'ont enrichi, ils ont appris, mais ils l'ont amélioré. Et aujourd'hui, ils sont capables de produire des vêtements bien plus techniques que ce qu'on est capable de faire en Europe et aux US à grande échelle. Et finalement, on sait faire ces choses-là en Europe. Il y a des sociétés au Portugal, en France et autres qui savent le faire, mais à petite échelle. Et surtout, à des coûts qui sont 2 à 3 fois supérieurs. Ce qui fait que je vais prendre une marque qui est connotée technique auprès de tout le public, c'est Arc'teryx. Une veste Arc'teryx en Gore-Tex Pro qui va coûter 700 euros. Vous la produisez en France, à l'identique, vous l'achèterez entre 1500 et 2000 euros. Donc, est-ce que le client est prêt à payer 2000 euros pour une veste? Aujourd'hui, non. Et, euh, et ça rendrait en plus le produit encore plus élitiste que ce qu'il ne l'est déjà, et il est déjà élitiste. Donc en fait, ils ont à la fois une avance technologique, ils ont la capacité de produire à moindre coût, et après, là où il y a vraiment un enjeu, on parlait de Fairwear Foundation, c'est tout l'enjeu social et éthique. Et donc là-dessus, bah, il y a toute une manière dont Fairwear pousse les sociétés à réguler le travail des sous-traitants. Donc là, je vais m'expliquer. En fait, il y a des normes qui sont sociales. Ils appellent ça les living wage. Donc c'est le seuil salarial en dessous duquel tu ne peux pas être payé, sinon tu es en dessous du niveau de vie du pays ou de la zone géographique dans laquelle tu produis. Tu as toute la partie transport des employés vers les usines. On sait qu'il y a des problématiques de mobilité. Quand on est en France, on se dit ouais, tout le monde a un vélo, une bagnole. Mais finalement, là-bas, il y a des vraies problématiques où ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc du coup, tu as tout un tas d'éléments, donc là je ne vais pas tous les définir, ce serait trop long, mais qui font que on donne accès au travail aux gens, on les paye suffisamment, et tout le monde vit à un niveau de vie correct. Et derrière, on crée un cercle vertueux. Et tu viens développer une zone qui peut être potentiellement légèrement sous-développée. Après, il y a certaines zones qu'on a blacklistées, comme le Bangladesh, le Myanmar, pas parce que aujourd'hui on pense qu'il ne faut pas développer ces pays, mais uniquement parce qu'il y a trop de corruption et que arriver à obtenir les certifications, c'est hyper complexe. On obtient des certifications, mais peut-être qu'elles sont falsifiées. Et donc le fait qu'il y ait trop de corruption aujourd'hui, nous, on ne veut pas être sujet à représailles, comme ce qui s'est passé avec des H&M, avec les Ouïghours au nord de la Chine. C'est un sujet qui nous a pas mal affecté, parce qu'on s'est dit, purée, du jour au lendemain, je ne pense pas que H&M s'est dit on fait bosser les Ouïghours. Et c'est souvent de la sous-traitance, parce que H&M tire les prix vers le bas, le sous-traitant va aller sous-traiter là-bas, parce qu'il est capable de tenir un prix grâce au fait que les salariés sont sous-payés. Et c'est là où des grands groupes ne sont pas allés jusqu'au bout du processus. Mais quoi qu'il arrive, c'est à l'insu de leur plein gré. Alors après, est-ce qu'ils veulent fermer les yeux ou pas? Ça, c'est encore une autre discussion et je ne veux pas entendre le débat parce que je ne suis pas dans leur société. Mais voilà, c'est les enjeux auxquels on doit faire face. Mais produire en Asie aujourd'hui, c'est presque indispensable sur du vêtement technique. Après, on peut relocaliser certaines petites prods. Je pense à de la sweaterie, à du t-shirt. Le Portugal est un super pays pour produire ce type de produits, de l'accessorisation. Donc la relocalisation, elle fonctionne avec certaines catégories de produits, pas avec d'autres. D'accord, c'est super intéressant. Par rapport à ta vie d'entrepreneur et aux difficultés que l'entreprise rencontre, comment tu gères toutes ces phases-là? Écoute, on l'a toujours géré basé sur une vision. Notre vision aujourd'hui, on s'est toujours dit, bah, on veut amener Picture à être une marque globale, à être une marque perçue comme marque à mission. Et finalement, notre vision de départ de dire qu'on voulait être la marque communautaire qui était Burton, qui nous avait fait rêver ado, et la marque engagée qui était Patagonia, dont on respectait énormément les valeurs, mais qui était plutôt la marque de mon père à l'époque en 2008 que la mienne, même s'ils ont bien changé en termes d'image de marque. Ce mix, ça a été notre vision, à dire on sera la marque communautaire engagée. Et on sera une marque globale. Et aujourd'hui, on sera sur les 5 continents. Donc ça a été notre ambition dès le départ. Et donc sur cette base-là, bah, tu mets en place les jalons, tu viens conquérir les marchés petit à petit, et derrière, tu amènes tes équipes et tes salariés dans cette dynamique avec cette vision-là. Donc en fait, à partir du moment où tu sais où tu veux aller, bah, tu mets en place les choses. Les plus grosses difficultés qu'on rencontre, c'est les difficultés qui sont des difficultés de structure. Donc là, la structuration, on a eu une crise de croissance à 30 salariés, puis à 60, et là on arrive à 100. Et finalement, il y a des paliers comme ça. Et c'est des paliers sur lesquels tu vas commencer à mettre une layer de management, alors qu'avant, tout le monde était en mode start-up, tout le monde au même niveau.
Puis ensuite, tu vas avoir besoin d'une direction des ressources humaines parce qu'il y a tout un tas de problématiques sociales et autres à gérer et sur lesquelles, en fait, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte que tu fais plus avancer les projets de l'entreprise, tu ne fais que régler les problématiques internes, des problématiques individuelles, des problématiques de groupe, de groupe, de conflits d'intérêts. Parce que quand tu es à 50, bah, tu te rends compte que ce que toi, tu as fui dans les grands groupes, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi j'ai fui cette dimension politique, cette dimension menottée pour agir et devoir demander à tout le monde ce que tu dois faire. Et finalement, tu te rends compte que bah, ce que tu fuis, ça arrive chez toi maintenant. Donc c'est comment aujourd'hui je maintiens un certain degré de liberté, qui est quand même une motivation profonde, et je cadre parce que tu te rends compte qu'il faut cadrer. Et à être trop freestyle, il y a plein d'employés qui se sont sentis perdus, qui se sont sentis pas épaulés, parce qu'ils avaient besoin de ce cadre. Et donc du coup, en fait, on a appris que tout le monde n'était pas comme nous, et qu'ils ne sont pas à notre image, et qu'il faut faire avec les ambitions des uns des autres, les motivations des uns des autres. Et donc là, voilà, il a fallu se structurer. Et puis là, maintenant, à 100, et ben, c'est des problématiques qui sont des problématiques structurelles. C'est-à-dire que là, tu veux livrer des marchés dans le monde entier. Tu te rends compte que tu as des entrepôts aux US, au Canada, en Asie. Il faut arriver à les coordonner. Tu te rends compte qu'en termes de ressources, tu as les mêmes ressources que quand tu n'avais pas ça. Et que les gens, ils se retrouvent saturés de travail. Certains n'arrivent pas à gérer le multitâche quand il y a trop de tâches. Et donc, tu as des problématiques qui sont soit humaines et de compétences, soit de structuration d'équipe, parce que les process sont pas organisés pour une échelle aussi importante et ils sont organisés pour une échelle 30% plus petite. Donc ça c'est plein d'enjeux. Et là, honnêtement, on a essayé de le faire par nous-mêmes. On a fait l'erreur de se dire on va le régler. Et on s'est fait épauler au final par des coachs, par des sociétés comme RH Partner, donc structurantes au niveau organisationnel. Et grâce à ça, on a pu passer les caps. Mais croire que tout seul, on va arriver à régler tous les problèmes, finalement, ça marche quand on est 20, mais ça marche pas quand on est 100, quoi. Et donc, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas vraiment être sur les deux fronts. Donc, le front du développement et le front de la structuration. Et à un moment, il faut choisir ton cheval de bataille. Et soit tu te fais épauler par un leader du développement et toi, tu te focuses sur la structuration. Soit c'est l'inverse, tu vas te focuser sur le développement et tu prends un king du développement de la structure. Et, et ensuite, les deux vont faire que tu vas avancer main dans la main dans la direction que tu as définie. Mais voilà, ça part du projet commun, un, et puis deux, des compétences que tu vas mettre en place. Il ne faut pas avoir peur de sous-traiter. Ce n'est pas parce qu'on sous-traite ou qu'on délègue qu'on est en situation de faiblesse. Et c'est ce qu'on a eu tendance à penser à des moments, en se disant, ouais, finalement, je ne suis pas si bon que ça parce que je le fais faire. En fait, pas du tout. Tu es bon parce que tu fais appel au bon pour avancer plus vite. Oui, d'ailleurs, dans beaucoup de livres d'entreprises à succès, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils font appel aux meilleurs et qu'il y a un budget à mettre sur ça aussi. Mais c'est intéressant parce qu'il faut avoir de l'humilité pour dire à un moment, en fait, ce domaine-là, c'est pas ma grande compétence et je vais faire appel à des professionnels. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas ta compétence et c'est même peut-être pas ton envie. Exactement. Donc, vu que ça te fait chier, tu vas l'adresser parce qu'à un moment, tu n'as pas envie que ton entreprise, elle coule. Mais tu vas l'adresser un petit peu sur la défensive, donc tu vas être un peu agressif dans les relations avec les gens, tu vas pas forcément être constructif parce que tu as envie que ça aille vite, donc tu vas dire, allez, on prend les décisions, là, maintenant, il faut que ça avance. Et du coup, c'est pas forcément les bonnes décisions que tu prends dans la précipitation. La chance qu'on a, nous, d'être à 3, c'est aussi qu'on a un Vincent dans l'équipe qui est quelqu'un qui a besoin de plus de prise de recul, qui a besoin de prendre l'information, la digérer et la restituer. Et moi, qui est plutôt dans l'action à vouloir décider tout de suite, et le fait que Vincent me dise stop, on attend, on se revoit dans 2 jours, je vais digérer, on va rééchanger, et il a amené une certaine sérénité dans la prise de décision que j'aurais peut-être pas eu tout seul. Donc ton partenaire d'association aussi, il est vachement important parce que c'est lui qui va aussi réguler un petit peu ton ardeur. Et je pense qu'on est meilleur en plus collectivement avec une décision bien réfléchie qu'une décision prise sur le tas pour aller vite. Et donc voilà, le fait que ce soit pas ta motivation forcément profonde, ça fait que tu peux être en situation d'échec parce que tu vas aller trop vite, tu vas te précipiter et tu as envie de passer à ce que tu aimes. Et typiquement, moi personnellement, c'est le développement du business et c'est pas la structuration du business. Et du coup, j'aurais pu me retrouver en situation d'échec dans la structuration et du coup porter atteinte au développement.
Et là, ouais, d'être ensemble, l'association, elle nous aide à nous construire aussi. Donc ça, c'est chouette, quoi. Par rapport à aujourd'hui, donc tu as 40 ans, si tu pouvais donner un conseil au jeune homme que tu étais à 20 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil par rapport à ces 20 ans que tu viens de vivre là? Franchement, je ne donnerais pas de conseils. Je dirais fais ce que tu as fait, ce qu'il faut faire. Et puis, la vie, c'est juste de la motivation, des opportunités, l'écoute des gens, de l'humilité sur ses compétences. Et si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a rencontré des mecs comme Georges Pessé qui nous ont pris sous leurs bras, qui nous ont appris à développer des produits. On a rencontré des mecs comme Jérôme Elbaz, le patron de North Face France, retraité aujourd'hui, qui nous a aidé à structurer notre réseau de distribution internationale en partage d'expérience. Et on a appliqué ses conseils. Et je pourrais en citer plein des gens qu'on a rencontrés et qui nous ont Henri Soulier, quelqu'un qui nous a aidé sur la dimension industrielle de industrialisation des produits, des process et des produits. Et ces gens-là, bah, on s'est dit, bah, on les écoute, ils ont fait des conneries avant nous, évitons de les faire. Et c'est parce que on a rencontré ces gens qu'on a aussi avancé assez vite. Et j'ai l'impression que finalement, tu rentres dans une spirale du succès grâce aux connexions, et que ces connexions qui voient que tu les écoutes vont t'en amener d'autres, et c'est hyper vertueux. Et tu rentres dans une spirale super positive. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. Et là, les acheteurs, c'est pareil. Parce que tu as un discours très très clair, une vision très claire. L'acheteur, il va avoir confiance. On sait que les acheteurs, ils passent de boutique en boutique. Donc du coup, l'acheteur de Snow Rock va devenir demain l'acheteur de AS Adventure. Donc quand il va quitter Snow Rock pour AS Adventure, il va revenir avec une bonne image de toi, il va te faire rentrer dans le réseau. Et que du coup, petit à petit, c'est un tout petit monde. Et que si tu fais bien les choses, tu es bien à l'écoute des gens et tu construis les choses avec eux, bah, de toute façon, tu avances. Donc c'est ça qui te porte depuis toujours, c'est de suivre tes envies, ta passion. Ouais, et puis malgré tout, on sait se donner le temps libre quand on veut le prendre. Normalement, je dis normalement parce que c'est pas tous les coups, mais s'il y a une grosse pétée de neige, et ben, le lendemain matin, on n'est pas au bureau et puis on est en montagne. Si il y a l'opportunité d'aller rider quelque part, même l'été, une bonne session de trail, de VTT, que la team est motivée et que les rendez-vous nous le permettent, eh ben, on parle le matin et puis on prend une demi-journée. Et du coup, ça, c'est des vrais plaisirs. Et je vais prendre une anecdote assez sympa. Ce qui m'a fait rêver quand j'avais 20 ans, c'était le Running Day de Burton qui offrait un jour de ride à ses salariés par an quand il y avait de la neige. Du coup, c'est un truc qu'on a instauré chez nous. Donc, on impose aux équipes qu'elles soient à minimum 4 de l'équipe. Parce que le but, c'est quand même qu'ils connectent ensemble. Mais ils ont 2 demi-journées de congé par an offerts par l'entreprise pour aller rider tant qu'ils sont à 4. Et ça, c'est des trucs, bah, on les a mis en place. Je sais pas si ça nous apporte beaucoup de business, mais en tout cas, c'est des trucs qui nous font super plaisir. Et en fait, de véhiculer cet enthousiasme, tu crées de l'enthousiasme et ça reste dans cette dynamique positive dont je te parlais tout à l'heure, quoi. Tes trois plus grandes valeurs, tu m'as dit, c'est l'authenticité, la transparence et le leadership. En quoi ta vie professionnelle est alignée avec ces valeurs? Bah, transparence, authenticité, je trouve que ça va de pair. Parce que j'ai jamais essayé d'être quelqu'un que j'étais pas. J'ai... Je suis même qualifié d'un peu bourrin des fois parce que je dis tout, sans filtre. Et, et finalement, que ça déplaise ou que ça plaise, mais les gens sont habitués. Donc ils disent, ouais, c'est jus. Et, et, euh, et du coup, je pense que ça peut te causer du tort dans les grands groupes, hein, parce que ça, typiquement, ça m'a causé du tort dans des groupes comme Coca ou Orangina, où j'ai été un peu catalogué de grande gueule. Mais il n'y a jamais mauvais fond. Quand je dis les choses, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'on construise et puis qu'on rentre dans le débat, dans l'échange. Et j'ai aucun souci d'être renvoyé dans mes 22, d'être mis dans mes retranchements parce que quelqu'un n'est pas d'accord. Et si l'argument est bon, à un moment, je change d'avis. Et donc ça c'est quelque chose qui contribue au leadership parce que pour le coup, je suis quelqu'un qui me suis toujours mis des objectifs, d'abord dans le sport, puis après dans l'entreprise, mais où je veux progresser tout le temps. Donc si j'évolue pas, j'y éprouve aucun intérêt à faire les choses. Et je veux toujours aller vers le mieux. Et, euh, et finalement, c'est pour ça que je tire aussi les gens par le haut dans l'entreprise parce que je veux toujours plus, je veux toujours aller plus loin, je veux toujours que ce soit mieux et en respectant les gens. Mais en tout cas, c'est jamais fini. Mais je sais me satisfaire de ce qu'on a obtenu et je sais être content de là où on en est. Mais par contre, à un moment, je veux pas que ça s'arrête. Si ça s'arrête, je passe sur un autre projet.
Tu as dit la satisfaction de travailler au quotidien pour quelque chose qui donne du sens à ta vie. Qu'est-ce que ça t'apporte de donner du sens à ta vie dans les autres domaines? Bah, d'autant plus maintenant que je suis papa, tu vois, tu donnes vachement de sens à ce que tu fais parce que tu dis c'est ce que je vais transmettre, c'est ce que je vais laisser comme valeur à mes gamins et c'est ce que je vais laisser comme impression de moi le jour où je serai plus là. Donc finalement, tu sais, personne n'a envie de mourir. Donc finalement, t'es presque dans quelle trace je vais laisser alors que j'ai 40 ans. Et, et là-dessus, je trouve ça hyper important dans la transmission de ce que je donne à mes enfants, mais qui finalement est le même principe de ce que tu donnes à tes équipes ou à tes amis, hein. Mais, euh, mais quand tu montres qu'aujourd'hui, tu es capable, à travers une mission d'entreprise, de ne pas chercher qu'à cracher du pognon, mais que tu réponds à des vrais enjeux de société, d'environnement, que tu réfléchis plus loin que le bout de ton nez, et ben, tu te dis que tu n'as pas fait ça juste pour t'enrichir. Et puis, c'est aussi ce qui fait que Picture est là, c'est que quand on l'a lancé, on ne l'avait pas lancé en se disant demain, on veut être riche. On s'était même dit, on se tatoue le logo quand on fait 1 million de chiffre d'affaires. On pensait qu'on serait riche, on perdait de l'argent avec 1 million de chiffre d'affaires. Bon, on a le logo tatoué du coup. mais, euh, mais tu vois, c'est pour te dire comme on était hors réalité de l'approche business. On s'est juste dit, de toute façon, si on vend plus que ce qu'on dépense, bah, a priori, on gagnera notre vie. Et on est parti comme ça. Donc pas d'ambition vraiment chiffrée, monétisée. Et ça, c'était vachement important dans les valeurs. Oui, on a besoin de gagner notre vie. Oui, on a envie d'avoir une belle maison et que nos enfants puissent faire des activités sympas et puis qu'ils puissent continuer d'aller au ski. Mais, euh, mais pour le coup, voilà, ce sens, il est essentiel, quoi. Et la dernière question, c'est quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies reçue? En fait, j'ai pas bien l'impression d'avoir reçu des leçons de vie. J'ai l'impression que parce que je suis tellement cartésien, j'ai tendance à tout théoriser, à tout rationaliser. Je suis très peu dans l'émotionnel, donc ce qui peut des fois être très critique. Tu vois, ma femme s'en plaint un peu de temps en temps parce que je suis trop dans l'analyse. Mais la grande leçon de vie, Ça peut être une épreuve aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment qui t'a porté, qui t'a servi ou une douleur? Tu sais, ça peut ouvrir les yeux sur pas mal de choses derrière. je te jure, tu me poses une colle Tu parce que sais, tu vois, un prof. ma principale leçon de vie, c'est que d'avoir été authentique, ça m'a jamais causé de tort. Peut-être que dans une entreprise très hiérarchisée, très structurée, très politique, sans cause, mais dans la vie de tous les jours, ça a été un bénéfice total. Donc j'ai envie de te dire, c'est cette capacité à être transparent, à être honnête, à assumer, qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis ce que je suis, j'avance, j'ai l'impression que j'ai pas d'ennemis, que la vie roule et qu'elle m'a ouvert plein d'opportunités, qu'elles soient business ou personnelles. Donc j'ai envie de te dire, ma principale leçon de vie, c'est que l'authenticité, c'est clé. Et, mais à part ça, j'ai pas envie de faire trop de poésie, quoi. Non, mais c'est un très, très, très bon message, hein. Très bien. Et est-ce qu'il y a un petit mot pour la fin que tu voudrais nous dire? En fait, je vais revenir sur ton histoire de leçon de vie, hein, parce que je pense que finalement, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Et que finalement, l'humilité, l'authenticité, la ardeur au travail et savoir ce qu'on veut et où on va, c'est ce qui fait que tu avances très très vite et que tu portes les gens et qu'ils viennent avec toi et que tu les emmènes. Et, euh, et toutes les personnes qui sont tout le temps dans le doute et autres, ben juste qu'elles s'écoutent. Et tant qu'elles vont faire ce en quoi elles croient, elles y arriveront. Donc c'est peut-être la seule leçon que je tire finalement de cette expérience et du mot que j'ai envie de passer. Parce que essayer d'être ce qu'on n'est pas, c'est ce qui te fait le plus de défauts. Et ça se rapporte même à notre propre marque. Dès que notre marque essaye de sortir de son authenticité et de ses valeurs fondamentales pour copier qui que ce soit sur quelque chose qui nous a plu parce qu'on se dit oh, les mecs cool, ils aiment plutôt ça. Bah, finalement, on sort de notre authenticité, les gens ne nous reconnaissent pas, ils adhèrent pas et ils nous disent oh, ils se sont perdus. Et donc, du coup, bah, que ce soit tu vois, dans la marque ou dans nos propres vies, c'est ces valeurs fondamentales auxquelles il faut toujours se rattacher et essayer de pas trop se disperser. Merci beaucoup, Julien. C'était vraiment très, très intéressant. Merci à toi. À À bientôt. bientôt.
Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Élodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.